Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du vendredi 14 mars. Aujourd'hui, Mark Carney deviendra officiellement premier ministre du Canada. Même Tesla, la compagnie d'Elon Musk, trouve que les tarifs douaniers de Trump n'ont absolument aucun sens. Santé Québec est en crise, les bureaucrates se battent pour le pouvoir et le Québec compte 700 véhicules par 1000 habitants. On n'est pas vraiment loin d'un véhicule par adulte. Mark Carney, cérémonie officielle d'assermentation, premier ministre, c'est réglé. Il va donc former un nouveau gouvernement. Quelques fidèles d'ailleurs de Justin Trudeau se font tasser. On sent très clairement que M. Carney prend ses distances face à l'héritage de Justin Trudeau sur la question des dépenses. L'image d'un Trudeau qui ouvre les coffres, qui met en place des programmes dispendieux qui sont hors contrôle. La question de l'environnement, la taxe carbone et aussi le dossier de l'immigration. Priorité pour M. Carney, comprendre Donald Trump. Il a eu le temps d'y réfléchir depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Comment approcher la bête? Comment parler au monarque? Qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on embauche des profileurs du FBI pour établir un portrait, donner des stratégies? Qu'est-ce qu'on dit en privé? Qu'est-ce qu'on dit en public? Et on sait que le rapport entre les individus compte. M. Trump détestait Justin Trudeau pour toutes sortes de raisons, et ça paraissait dans le ton utilisé dans cette fixation sur le Canada. Concrètement, donc, on a ce qu'on pourrait appeler un cabinet de guerre économique. Les ténors demeurent en poste, Mélanie Joly, Dominique Leblanc, François-Philippe Champagne. Alors, ce sont eux qui vont négocier avec les Américains. M. Carney va aussi faire un voyage officiel, va se rendre à Londres et à Paris pour établir des alliances avec les Européens. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, je pense, dans ce qui est annoncé ou ce qui sera confirmé, parce que là, on est plus dans les rumeurs, mais quand même, donc des ministres comme Duclos, Le Boutillier, Mark Miller, qui était le symbole woke là, de Justin Trudeau. C'est son ami personnel, c'est M. Miller qui a ouvert avec Trudeau les portes à l'immigration, qui a dit « venez-vous-en au Canada » avant de réaliser que c'était beaucoup trop face aux pressions économiques et politiques. Et puis un mot sur Stephen Guilbeault, qui perd son poste à l'environnement, va devenir leader politique du Québec et ministre du patrimoine. Il l'a déjà été ministre du patrimoine. M. Guilbeault était très heureux à l'environnement, mais je dirais qu'on le nomme au Québec comme lieutenant parce qu'on ne veut pas trop le voir à travers le Canada, puis on ne veut pas surtout l'envoyer dans l'Ouest, parce que la taxe carbone, et Carney a dit d'entrée de jeu qu'il était pour l'éliminer. Donc, un poste moins important pour Guilbeault, mais qui demeure une figure populaire au Québec. Hier, Doug Ford, capitaine Canada, s'est rendu aux États-Unis avec François-Philippe Champagne et Dominique Leblanc pour rencontrer le porteur de valise de Trump, c'est-à-dire le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick. M. Lutnick ne prend pas vraiment de décision. M. Lutnick discute, passe des messages. C'est un rapporteur officiel. Mais sérieusement, puis les propos tenus hier n'indiquent rien de concret. Alors, les deux ministres fédéraux ont dit, finalement, et M. Ford, on sent que la température a baissé, qu'il y a moins de tension. Ford a dit, c'est la meilleure réunion que j'ai jamais eue. On va se revoir la semaine prochaine. François-Philippe Champagne, toujours énergique, optimiste, dit finalement qu'on comprend mieux maintenant le cadre de la politique America First et de la politique commerciale. Donc, les Américains s'expliquent. On leur dit que ça n'a pas de bon sens, mais on choisit encore là les termes. Ça fait partie de la discussion ouverte. Quant à M. Lutnick, je vais citer ses propos, puis vous allez voir que ça ne veut pas dire grand-chose. Il a dit souligner l'engagement indéfectible de l'administration Trump en faveur du commerce équitable. Puis là, on n'est pas dans le respect des droits des travailleurs, là. C'est pas équitaire, là. On est face à quelqu'un qui dit, je parle de Trump, le Canada nous vole, nous les Américains, depuis des années. Le Canada abuse de la gentillesse, la bonté, la naïveté des Américains, il faut le faire. Alors là, on est pour un commerce équitable entre les deux pays. Et pour Trump, ça veut dire des tarifs. Et le rôle potentiel du Canada dans ces efforts, ça veut dire, vous allez
faire ce qu'on vous demande. Et vous n'allez pas nous répondre par des tarifs. Il n'y a rien dans ce que le secrétaire dit qui montre une volonté quelconque, je dirais, de changer d'approche et d'avoir, disons, une politique moins agressive à l'endroit du Canada. Alors ça, c'est le volet des négociations. Mais la cerise sur le sundae, c'est une lettre non signée parce qu'ils ont tellement peur chez Tesla du dictateur Elon Musk, et c'est une lettre envoyée à l'administration de Trump. Et ça concerne les tarifs douaniers. C'est le Financial Times qui a obtenu copie du document qui est envoyé donc au représentant américain du commerce, Jamieson Greer. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? On dit essentiellement que des entreprises comme Tesla, qui ont un marché donc à l'international, sont exposées à des impacts disproportionnés lorsque d'autres pays réagissent aux mesures commerciales américaines. Traduction, quand vous imposez des tarifs, la réponse est automatique des Européens, des Canadiens, ben ça nuit à nos véhicules parce qu'on vit avec vos décisions et que, bref, c'est pas gérable pour une entreprise comme Tesla, qui se fait ramasser, là, qui perd des ventes à travers la planète, pas juste à cause de Elon Musk, mais actuellement, c'est pas le meilleur ambassadeur pour la marque. On poursuit dans le document en disant qu'on comprend là qu'on va être agressif puis avoir des emplois aux États-Unis. Mais la réalité, ce que Trump ne comprend pas souvent, c'est que quand on regarde la chaîne d'approvisionnement, il est impossible, dans plusieurs cas, difficile mais souvent impossible, de s'approvisionner aux États-Unis pour certaines pièces et pour des composantes. Et que ça va, au final, coûter plus cher, ça augmente le prix des véhicules et le consommateur va être pénalisé. C'est l'entreprise de Elon Musk qui envoie ce document. Alors, quand je vous dis qu'il y a une attitude en public des banquiers, des PDG, et en privé, c'est autre chose. On essaie de raisonner le monarque. Doucement, il ne faut pas le piquer. Mais de lui dire, monsieur, ça n'a pas de bon sens ce que vous prenez comme décision, ces mesures que vous imposez. Sondage léger qui est intéressant aussi, qui mesure la température des deux côtés de la frontière. Bon, les Canadiens regardent ça, puis il y a un niveau quand même d'inquiétude. 34% des Américains sont favorables aux tarifs. C'est en légère augmentation, mais il y a quand même une majorité qui pense que ces tarifs auront et ont un impact négatif sur l'économie. Puis le 2 tiers des Canadiens qui ont décidé de complètement arrêter d'acheter des produits américains. Il y a cette donnée qui revient et qui est toujours inquiétante, c'est de savoir que 46% des Canadiens déclarent vivre d'un chèque de paye à l'autre. Puis aux États-Unis, c'est 56% des gens. Et là, vous avez le sommet de la diplomatie dans Charlevoix, rencontre des ministres, secrétaires d'État, donc du G7, pour discuter, bien sûr, des tarifs, pour discuter de l'Ukraine et aussi, très discrètement, de cette volonté de faire du Canada un État américain. Alors, on aura droit, dans la journée, à une espèce de communiqué. Encore là, puis c'est ça, la diplomatie, des grandes phrases, pas vraiment d'enjeu, d'engagement clair, mais une rencontre qu'on va qualifier de positive. Puis quand on parle aux autres ministres, êtes-vous inquiet de voir la volonté de Trump concernant le Canada? Là, tout le monde marche sur des œufs. Puis je disais ce matin dans la presse certaines déclarations. Le ministre italien qui dit, je crois, que le Canada restera le Canada à l'avenir. La ministre allemande qui dit qu'il faut garder la tête froide dans ces périodes géopolitiques qui sont troubles. Donc, on appuie le Canada, puis on doit dire à Mélanie Joly à l'oreille, écoute, on est de ton bord, là, mais tu comprends, je peux pas trop m'avancer parce que Trump va grimper dans les rideaux. Puis on a vu des tarifs qui sont imposés, parce que Trump, par exemple, sur le bourbon, comme on l'a fait pour le Canada, les Européens, ils vont aussi de tarifs, ils se revirent de bord, puis sur l'alcool, sur le champagne, sur le vin, ben, ce sont des tarifs de 200% qu'il veut maintenant imposer. Et je fais une dernière parenthèse, le Globe and Mail est allé se promener à Myrtle Beach, qui est une destination vacances pour beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois, à différents moments de l'année. C'était l'été, mais c'est aussi beaucoup le printemps. Et là, la Chambre de commerce comprend qu'il va y avoir pas mal moins de Canadiens.
Puis j'imagine que le même phénomène sur la côte est américaine. Chaque été, les Québécois partent en voiture. On s'en va dans le bout de Old Orchard, donc la côte est, New Jersey, la Virginie. Et cet été, je pense qu'il va y en avoir pas mal moins, c'est clair. Donc les gens de Myrtle Beach disent « DC is DC ». Washington, c'est Washington. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ils font toutes sortes d'opérations de promotion, d'accepter, par exemple, le dollar canadien là, pendant une journée ou deux au pair. Quand on regarde la valeur du UR, ben, c'est évidemment très avantageux. Mais tout ça pour vous dire que le message, c'est venez quand même. On n'est pas tous des Trump, puis on serait tellement heureux de vous accueillir. Parce que c'est un enjeu économique quand même important. Bon, Santé Québec. Santé Québec n'a pas un an d'existence, que déjà le bordel est pris, que cette nouvelle patente bureaucratique, parce qu'on va se le dire, là, Santé Québec, c'est une couche de fonctionnaires de plus, ben, c'est grugé actuellement par des conflits et des guerres de pouvoir. Petit rappel des faits, le numéro 2, Frédéric Abergel, se fait congédier. C'est un affrontement avec la PDG Geneviève Biron, puis c'est un affrontement aussi avec le ministère de la Santé. En coulisses, on veut la peau de Mme Biron. Avec elle, puis on a vu les chuchotements dans le Devoir hier, Santé Québec s'en va dans le mur, elle n'est pas compétente, directrice adjointe, elle a quoi? Dirigé des laboratoires. Qui est-elle, dans le mépris un peu de la personne? Et puis, ça s'en va dans le mur, puis le virage numérique va prendre le champ. Je pense très honnêtement que Mme Biron commence vraiment à réaliser dans quoi elle s'est embarquée. Santé Québec, là, c'est pas une structure indépendante. Oui, il y a une PDG, il y a un conseil d'administration, mais en pratique, c'est un déménagement de fonctionnaires, puis les fonds se tirent la couverte entre eux, et le politique est pas loin et garde le contrôle. 1,5 milliard de dollars à couper. Là, je me dis, il me semble que quand tu réalises que ce qu'on t'a vendu, c'est pas ça qui se passe, là. Que t'es pas vraiment une nouvelle structure indépendante, que le cabinet du ministre s'en mêle, que les hauts fonctionnaires s'en mêlent, puis que t'as quelqu'un qu'on t'a imposé qui vient de la machine, qui torpille ce que tu essaies de faire, le changement de culture qu'on nous a promis, on est loin de ça, ben, il me semble que j'aurais levé les feutres en disant que je m'excuse, là, mais c'est pas vrai que je vais remplir cette commande-là. C'est pas le mandat que je croyais devoir exécuter. Et s'ajoute aujourd'hui, donc, et c'est un peu technique, je vais essayer de résumer, dans la presse, on nous dit qu'il y a un courriel qui a mis le feu aux poudres, à Bergel avec des sous-ministres. Puis là, ils ne s'entendent pas entre eux. Puis là, Bergel dit, c'est pas dans votre cour. Puis là, Baillargeon, qui est un sous-ministre, dit, hey, ça nous appartient, c'est notre juridiction. Vous avez des fonctionnaires qui ont été transférés au mois de janvier. Dans le Devoir, on nous raconte ça ce matin, là, pas loin de 800 fonctionnaires. 900 fonctionnaires, pardon. C'est la maison des fous. C'est la maison des fous. Pourquoi? Parce que là, compte tenu des droits, ce sont des permanents, ils peuvent refuser lorsqu'une mutation leur est proposée. Ils ont le droit de dire non. L'image est simple. Il y a des fonds qui partent du ministère qui s'en vont à Santé Québec, mais leur dossier ne suit pas. Puis il y a des dossiers qui s'en vont à Santé Québec, puis le fonctionnaire, il ne suit pas. Est-ce que vous imaginez ce foutu bordel? Puis ils veulent embaucher des gens et ils ne peuvent pas. C'est une patente bureaucratique. C'est une machine. Et je remets toujours sur l'avant-plan le dossier de santé numérique. Ça clique. Il va y avoir une enquête publique, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce qu'on est en dépassement de coûts? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on tourne en rond? Il se passe quoi? Et on a hâte de voir ce que Mme Biron va nous répondre là-dessus. Mais je reviens à vous parce que vous êtes le payeur de taxes, puis le contribuable, donc, et le patient. Hier, là, et ça, je ne suis plus capable, sérieusement, d'entendre un PDG, celui de l'Outaouais, qui nous explique le plus sérieusement du monde qu'il va d'abord couper 102 postes réels, là, des gens qui sont là, qui travaillent, 25 postes de cadre pour atteindre l'équilibre budgétaire exigé par Santé Québec.
Ça veut dire des agents administratifs, des infirmières aux urgences, des travailleurs sociaux, soins à domicile. Rappelez-vous, là, quand Daniel Paré avait envoyé une lettre à Santé Québec en disant « Hey, vous pouvez pas enlever 10 heures à cette personne-là, vous pouvez pas couper 5 heures. » là. Puis là, toujours ces communiqués insignifiants de Santé Québec qui nous disent « Non, non, ça touche pas la clientèle. Vous savez, c'est une réévaluation de son dossier. » C'est de la frime, tout ça. Au total, là, c'est 800 postes, puis beaucoup de postes non comblés, qui disparaissent. Et là, vous avez le docteur Marc Bilodeau, qui est le PDG du CIS de l'Outaouais, qui déclare le plus sérieusement du monde que ces coupes n'auront pas d'impact sur l'accès et la sécurité des soins. Il n'y aura pas de réduction de services dans nos urgences. Docteur Bilodeau devrait jaser avec ses collègues médecins. On a dit que les gens faisaient des no-shows pour des rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rappel. Les gens prennent des rendez-vous des mois à l'avance, puis contrairement à un restaurant, ils ne disent pas la veille, vous avez une réservation. Non, c'est trop compliqué, puis on n'est pas rendu là dans le développement de l'informatique. Il n'y a pas de contact humain. On enlève des responsables administratifs qui s'occupent des rendez-vous. Il y a des blocs opératoires où il n'y a pas de patients parce qu'on n'a pas trouvé finalement. Je pourrais vous faire une liste longue, mais je trouve ça insultant que des gens qui sont sérieux là, nous prennent pour des imbéciles à temps plein en tenant ce type de propos-là. Le dossier de la Société de transport de Montréal, depuis l'annonce des mesures hier, je comprends beaucoup la réaction. D'abord, on interdit le flânage, on va avoir une approche humaine, on va regarder les itinérants, mais on ne peut plus tolérer dans le métro, c'est pas l'accueil Bono, là, les gens qui vivent en permanence, qui se battent, qui délirent, qui urinent un peu partout, qui consomment de la drogue. La clientèle dit à la STM, on n'est pas bien dans le métro. Pour reprendre un vieux slogan publicitaire, il ne fait pas vraiment beau dans le métro. Et on va peut-être le prendre moins quand on n'est pas, habité d'un sentiment de sécurité. Alors, on va les sortir, on va restreindre les espaces communs, on va mettre des grillages, puis on va s'assurer du mouvement. Mais il y en a des stations de métro, puis il y en a des corridors. Est-ce qu'on va jouer comme ça un peu au chat et à la souris, puis qu'on va se déplacer? Maxime Bergeron qui donne ces exemples-là ce matin dans la presse. C'est le premier volet. Le deuxième volet, on fait quoi avec les gens qu'on sort du métro? Ce sont des humains qui ont toutes sortes d'enjeux, toutes sortes de problèmes. Les haltes chaleur vont être prolongées pendant un certain temps. Puis ces mesures-là dont on parle, là, c'est jusqu'à la fin du mois d'avril. On va réévaluer après. Il y a beaucoup de gens, d'organismes communautaires qui m'ont écrit de l'aide juridique, qui me disent, écoutez, là, on prend une pelle, puis on sort les gens, puis on les envoie sur le trottoir. On va faire quoi? Des contraventions, ils vont se ramasser en cour municipale, ils vont se ramasser à l'hôpital. Puis, dans un cas, on me cite un exemple d'un jeune qui était, je dirais, un résident du métro, qu'on a aidé à sortir. On lui a trouvé un logement, puis il a foutu le camp. Pourquoi? Parce qu'il est bien dans le métro. Il a ses habitudes. Je comprends tout ça, là. Alors, vous voyez la difficulté de répondre aux besoins de la société de transport, puis d'assurer la sécurité, puis un logement, un toit à ces personnes. Alors, on peut lire ça, entre autres, dans la presse ce matin. Les chars, extrêmement populaires, on a les chiffres de Statistique Canada. Je le disais, là, c'est, je pense, le chiffre le plus important. On est rendu, parce que là, on nous donne les chiffres de véhicules neufs, on connaît la tendance, de plus en plus de véhicules électriques, hybrides, il y a presque plus de voitures compactes, et les chars coûtent cher, puis ils sont de plus en plus gros. Parfait, on sait ça depuis un certain nombre d'années. Mais là, on est rendu à pratiquement 700 automobiles ou VUS par 1000 habitants au Québec. Puis si tu enlèves les enfants, les personnes âgées là, qui n'ont pas de permis de conduire, on n'est pas loin, pas tout à fait ça, là, mais on n'est pas loin d'un véhicule par personne. C'est énorme quand vous regardez la situation. Aussi, dans la presse ce matin, rapidement, c'est l'histoire d'un débardeur du port de Montréal qui a fait l'objet de mesures d'intimidation de son syndicat. Puis on connaît là comment ça marche chez les débardeurs. C'est un syndicat unique. D'abord, ils sont responsables de l'embauche. C'est une affaire familiale. C'est comme s'ils se passaient les jobs entre eux. Et ils peuvent être tough. Puis on le voit face à l'employeur, puis entre eux. Donc, le travailleur en question s'appelle Michel Jutras, débardeur depuis 2004. Il devait subir, et c'est dans le langage officiel, un procès
le procès syndical devant un comité de discipline du syndicat canadien de la fonction publique parce qu'il a tenu des propos anti-syndicales et qui, depuis des années, se battait avec son syndicat. Alors, on voulait donc l'assigner à procès. Il est arrivé avec un billet du médecin. Le syndicat a dit, va venir pareil. Il a bu de l'alcool, il s'est enlevé la vie. Et la coroner, qui a enquêté sur le dossier, fait un lien entre cette détresse, le fait qu'on lui impose ce procès. J'en reviens pas qu'on utilise encore ce terme-là pour expliquer le geste final qu'il a posé. Le syndicat, évidemment, se défend là-dessus. Je termine en vous parlant de météo rapidement pour vous dire que Météo Média prévoit un printemps avec certains rebonds. Là, les températures sont à la hausse, mais il pourrait y avoir encore de la neige, il ne faut jamais perdre ça de vue. Et aussi, on aurait, dès le mois de mai cette année, des périodes, disons, de chaleur. Ça va être intéressant à surveiller, mais ça demeure des prévisions à long terme. Et puis, je vous rappelle qu'on a un autre épisode à vous proposer, dont on n'a pas tout dit, avec Alain et Catherine, deux invités cette semaine. Nora Télamontagne, qui est journaliste d'enquête au bureau du Journal de Montréal. Elle est co-auteure du livre « L'Empire du sexe », une grande enquête sur Pornhub. Elle parle de l'impact de Pornhub sur des femmes qui ont été victimes. Aujourd'hui, elles sont plus sur la plateforme Pornhub, sauf que les vidéos n'ont pas disparu du web pour autant. Il y a d'autres petits sites obscurs. C'est comme une chaîne où est-ce que ça se reproduit à l'infini et c'est pratiquement impossible à éradiquer. C'est vraiment, pour ces femmes-là, là, c'est un moment qui définit le reste de leur vie. C'est un calvaire qui n'a pas de fin, finalement. Et puis, nous accueillons notre ami Fabien Cloutier, qui nous présente son nouveau livre « Territoire printemps ». Il donne des recettes, il parle du terroir de la chasse et aussi de l'art et le plaisir de recevoir. Puis les gens aussi qui nous servent quelque chose en s'excusant, en disant « Ah, il me manquait telle affaire, oui, mais j'avais pas telle chose, mais d'habitude, je le réussis mieux. » Là, vends-nous-le, là. On le sait pas, là, que d'habitude, c'est plus tendre. Arrête de nous dire qu'on a presque ton plan C, là. Mon Dieu, je suis tellement de même, en plus. Je l'ai mis. Ben, tu sais, je l'ai mieux eu l'autre fois. Oui. Mais là, aujourd'hui, il me manquait ça. D'habitude, je mets un peu plus ça. Puis là, maudit. Ils mettent ça à table quasiment en faisant « Il maudit ». Bon, mange okay. ça, vas-y. On va manger ta déception. Non, mais... Ça termine la revue de presse. Bon week-end. Et à lundi. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.